Retour au débat de France 24, deuxième face-à-face consacré cette fois à l'actualité américaine. Donald Trump aux prises avec la justice, non pas des démêlés judiciaires pour le président des États-Unis, mais un conflit de pouvoir qui l'oppose aux juges, en l'occurrence des magistrats de Seattle et de San Francisco, depuis la suspension d'un décret présidentiel très critiqué sur l'immigration. Un texte qui barre l'accès au territoire américain aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. On en parle avec vous, maître Stéphane Drey. Bonjour, vous êtes avocat au barreau de Paris, de New York et à la Cour suprême des États-Unis. Absolument. Avec nous en direct de Washington, Hélène Vassilina, géopolitologue spécialiste de politique américaine. Hélène Vassilina, Donald Trump s'est étonné publiquement que les juges, y compris ceux de la Cour fédérale du 9e circuit, s'immiscent dans sa décision de barrer l'accès du territoire américain à certaines catégories d'étrangers. Pour lui, ce n'est pas leur compétence. Il a raison ou il a tort sur le fond? Écoutez, bonsoir Raphaël et merci de votre invitation. De Washington, c'est vrai, on peut dire que Donald Trump a vu un peu la mauvaise gestion, si je puis dire, dans la crise migratoire en Europe et s'est dit peut-être faudrait-il prendre des mesures pour identifier certains pays d'où viennent ou ceux qui protègent et puis donner accueil aux terroristes qui ont été nommés, d'ailleurs je précise, par le département de l'État. Étant l'Iran en 1984, la Syrie en 1979 et le Soudan en 1993. Il faut voir aussi, Raphaël, que la plupart des victimes, évidemment, en 2015 et 2016, étaient plus ou moins dans les pays, on dirait, en état de défaillance de l'État, disons, et puis une vide sécuritaire dans ces États-là. En 2016, on a eu 1813 attaques et 15 976 victimes. Donc je pense que Donald Trump a vu ces événements se passer en Europe et moi-même ayant fait une étude avec l'Observatoire dont je préside à Paris sur l'état des affaires et l'insécurité, si vous voulez, avec ces frontières ouvertes. Je laisse le maître Drey répondre sur les questions légales, mais mettons en fait que l'insécurité, même en Europe, et ne voulons pas créer le même vide de sécurité aux États-Unis, je pense que, et aussi, il a le droit aussi de faire des ordres exécutifs. Oui. Est-ce que Obama aussi, qui a fait autant et plus qu'aucun président des ordres exécutifs, est-ce qu'on devrait questionner aussi ces ordres exécutifs? Alors je vais laisser Stéphane Drey vous répondre en précisant que depuis Jimmy Carter, tous les présidents américains ont décidé par décret d'interdire l'accès au territoire américain à différentes catégories de personnes. Ça a pu être lors de la guerre au Kosovo, par exemple, des responsables, des gens qui sont rendus coupables, par exemple, de génocide lors de la guerre en ex-Yougoslavie, par exemple. Mais il y en a d'autres. Oui, absolument. Il faut savoir que la décision de Donald Trump se fonde sur un article de loi qui est passé depuis plus de 65 ans. Et il permet au président américain, dans le cas où il l'estime nécessaire et où il considère que la sécurité des États-Unis est en danger, tout simplement d'empêcher certaines catégories de population de rentrer et de fouler le territoire américain. Donc, cette loi s'applique, mais le président des États-Unis a considéré qu'il devait l'appliquer dans le cadre d'un décret, d'un executive order, qui a lui-même fait l'objet d'une contestation, d'une mise en exergue de sa constitutionnalité devant les magistrats de la Cour d'appel fédérale. À ce jour, James Robert, qui a été, il faut le rappeler, nommé par le président Bush, a considéré que ce décret n'était pas légal et il l'a suspendu sur la totalité du territoire américain. Voilà, c'est le juge de Seattle. Sur quelle base peut-il décider de suspendre? Est-ce que pour vous, la décision est inattaquable en droit d'une certaine manière? Il faut savoir que le président Obama, en 2015, également par décret, avait considéré que les enfants d'immigrants, même dans le cadre où ils étaient immigrants illégaux, ne pouvaient pas faire l'objet d'une expulsion. Ceci avait été contesté par l'État du Texas et, in fine, après l'épuisement de l'ensemble des voies de recours, ceci a été validé. Donc, le décret d'Obama avait fait l'objet d'une validation par la Cour suprême des États-Unis. Là encore, je pense que, à l'échelle de ce décret, nous aurons vraisemblablement une décision de la Cour suprême des États-Unis qui va, oui ou non, remettre en cause la constitutionnalité de ce décret pris par le président Trump. C'est donc ce vers quoi on s'oriente, Hélène Vassilina, vous qui sentez un peu l'atmosphère à Washington. D'ailleurs, Donald Trump l'a dit, il n'hésitera pas à aller jusqu'à la Cour suprême. Ce sera effectivement la plus haute juridiction des États-Unis qui aura à trancher cette question.
Oui, enfin, je pense que c'est, comme il a dit dans sa campagne, alors on sait qu'il y a une différence entre la campagne et puis la gérance des États-Unis, mais quand même, il a dit qu'il fallait, interdire pendant un certain temps, et cet executive order, ce décret interdit seulement pendant 90 jours. Un petit rappel aussi qu'Obama pas pour les réfugiés syriens, Elena Vassilina, hein. Pour les réfugiés syriens, oui. Voilà. Et il y a question aussi qu'il soit interdit D'ailleurs, le département de l'État a confirmé qu'il y avait 60 000 visas révoqués. Mais les Syriens, ils n'en veulent plus, apparemment, d'après ce que j'ai compris, puisque, et comme nous avons vu en Europe, il y avait aussi des personnes venant de la Syrie avec des passeports syriens qui sont arrivés jusqu'au Stade de France, si vous vous rappelez bien, avec des passeports syriens. Donc, tout ça, je pense que fait part de ce processus de décision qu'il a pris, qu'il a influencé dans sa décision de faire ce décret. Et je rappelle que temporaire, 90 jours, de 7 pays dont on en avait parlé. Oui, 7 pays, il faut le rappeler, Stéphane Drey, qui jusqu'à présent n'ont pas été les pays d'origine des personnes qui se sont rendues coupables ou qui ont été soupçonnées de fomenter des attentats sur le sol américain. Donc il est difficile d'établir un lien direct en fait entre ces pays et une menace terroriste. On peut considérer qu'il n'y a pas un lien de causalité directe, mais c'est le pouvoir discrétionnaire du président des États-Unis de considérer que certaines catégories de population pourraient poser un danger. Donc ce n'est pas là-dessus que les juges ont à se prononcer, sur l'opportunité ou pas de prendre une telle mesure. Les juges ont considéré, et en tout cas le magistrat de la Cour fédérale a considéré qu'il y avait non pas un danger imminent, et c'est pour cela qu'il a bloqué le décret du président Trump. L'administration Trump a fait appel de cette décision. À ce jour, le décret est toujours bloqué et donc les dites populations peuvent rentrer librement sur le territoire américain. J'ajouterai que le président des États-Unis a considéré qu'il s'agissait d'une justice politique. Or, il faut savoir que contrairement à la France, la Cour suprême et la justice aux États-Unis n'est pas une autorité, c'est un véritable pouvoir. Sur les grandes questions de société, qu'il s'agisse de l'avortement, de la peine de mort, faisons attention concernant la démission du président Nixon, la Cour suprême a toujours eu à se prononcer. Et il me semble évidemment semblable que la Cour suprême va, dans le cadre d'une véritable bataille judiciaire, étant précisé que nous avons 3 pouvoirs aux États-Unis, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, qui sont aux mains des républicains. Et jusqu'aux élections des midterms, les élections en 2018, je pense que le pouvoir judiciaire va être un moyen pour l'opposition de bloquer toutes les réformes tentées par l'administration Trump. Je vais donner la parole à Hélène Vassilina dans un instant, mais pour bien comprendre, Patrick Drey, ça veut dire que les décisions des juges là, ne sont plus seulement prises sur un plan technique, mais pour des motivations politique, ce qui vu d'ici, serait particulièrement choquant vu de France. Hein. Bien entendu. Je vous rappelle que le droit à l'avortement, la possibilité du mariage gay, la possibilité d'être assisté à chaque étape de la procédure aux États-Unis par un avocat, la peine de mort qui avait été abolie puis a repris malheureusement la possibilité dans certains États d'être exécutée. Toutes ces décisions sont évidemment d'un point de vue juridique, mais également sur un point de vue politique, et c'est la seule Cour suprême, sur le fondement de l'interprétation de la Constitution des États-Unis, qui peut se permettre de changer ces grands débats de société aux États-Unis. Hélène Vassilina, c'est comme ça en tout cas que le ressent Donald Trump, puisqu'il s'est permis de tenir des propos, disons, peu consensuel à l'égard des juges, et notamment du juge de Seattle, James Robart, le soi-disant juge selon ses termes. On va peut-être voir d'ailleurs le tweet de Donald Trump à ce sujet, ce qui lui a d'ailleurs valu un commentaire à son tour de Neil Gorsuch, son candidat pour occuper le poste actuellement vacant à la Cour suprême, qui s'est dit découragé et démoralisé, d'après ce que rapporte un sénateur démocrate qui était à son contact. On en parle beaucoup à Washington.
Bien sûr, et même les tweets, on en parle beaucoup. C'est la façon dont M. Trump a toujours communiqué et puis il continue à communiquer et je ne sais pas si c'est une bonne chose. Enfin, en tout état de cause, ces histoires de suspendre, et je dis bien suspendre les réfugiés venant de ces 7 pays identifiés, même par une loi qui était passée par Obama en 2015, est interdit, je veux dire interdit pendant 90 jours. Ça ne veut pas dire pendant toute la durée du mandat de M. Trump. Donc, le fait que les États-Unis aient toujours accueilli des immigrés, et c'est sa force d'ailleurs, et moi-même, fille d'immigrés et réfugiés d'ailleurs, je pense que c'est une façon de faire une pause, comme il a dit, de faire une pause dans les mouvements, dans ceux qui rentrent dans les États-Unis. Cette idée de construire un mur, certes, on croit que c'est un peu extrême, mais quand vous voyez qu'il y avait 10 000 personnes qui passaient la frontière croate cet été, vous vous demandez si vraiment il faut quand même avoir plus de sécurité, plus de contrôle à nos frontières, oui. Même si les États-Unis, ayant 2 mers, Atlantique et Pacifique, mais ne pouvant pas malheureusement contrôler sa frontière sud avec le Mexique, oui. Je pense que l'Europe était, je pense, quelque chose qui l'a influencé dans sa décision. Et encore une fois, vous pouvez regarder, oui. C'est une suspension de 90 jours, oui. Ce n'est pas pour la vie. Il n'y a pas qu'à la frontière sud que ça pose des problèmes, visiblement, Hélène Vassilina, puisque des ressortissants, des binationaux canadiens titulaires de carte Nexus se sont plaints de ne plus pouvoir rentrer aux États-Unis. On sent quand même qu'il y a une improvisation assez générale dans la mise en application de ces décrets, non ? Écoutez, ce n'est que la 2e semaine de l'administration Trump. Je ne sais pas si tous les présidents rentrant au pouvoir, et même d'ailleurs le sénateur, premier mandat, sénateur Obama, avait autant d'expérience pour gérer une nation, comme M. Trump l'a eu pour gérer ses entreprises pendant plus de 50 ans. C'est vrai, la manière de gérer un pays n'est pas la même, nous le savons, comme gérer une entreprise. Mais en tout état de cause, il a bougé très vite, il a rappelé, et puis parlons aussi de ce qu'il a fait de bon, il a rappelé tous les chefs d'entreprise à créer des emplois. Vous imaginez l'effet en France, c'est-à-dire, voilà, venez, je vous ordonne de créer des emplois en France. Enfin, sa main va très vite sur les objectifs qu'il a promis à ses électeurs pour avoir, et puis donner satisfaction aussi à ceux qui l'ont élu. Stéphane Drey, il y a une inquiétude sur la manière, au-delà du contenu, sur la manière d'agir de Donald Trump aujourd'hui, de la part des juges, des magistrats, des gens qui appliquent le droit aux États-Unis. Il y a peut-être un manque d'expérience de l'exécutif. Il faut bien rappeler que c'est un pays extrêmement respectueux du droit et il peut y avoir, comme ce débat le démontre, un impact direct non seulement sur la politique migratoire, mais également un bras de fer entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est celui qui va interpréter la Constitution et par cela, il est au sommet de l'État, plus que l'administration Trump fait parfois démontrer une certaine inexpérience. Il ne faudrait pas que ce bras de fer puisse aboutir à une crise constitutionnelle entre le pouvoir exécutif d'une part et le pouvoir judiciaire d'autre part. Lorsque vous voyez... Mais je dirais, si je peux... Oui, Hélène Vassilina. Si je peux... Merci. Si je peux dire que, et tout le monde me pose toujours la même question, est-ce que vous avez peur que de Donald Trump arriver au pouvoir, qu'il y aura des crises, des choses comme ça? Moi, je vous rassure tous, nous avons des institutions aux États-Unis, et merci Maître Drey de mettre ça en exergue. C'est vraiment quelque chose qu'il faut dire que n'importe qui, enfin, même le président ne peut pas venir faire ce qu'il veut dans ce pays. Il y a des lois, il y a des 3 branches, comme vous avez très bien décrit, Maître Drey. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Le loi suprême, la Cour suprême est quand même la loi du pays. Donc, laissons passer ce processus. Il a tenté de faire quelque chose qu'il pensait juste, mais la justice, après tout, et la Cour suprême vont en décider. Hélène Vassilina, le choix de Donald Trump pour le secrétariat à la justice, James Sessions, qui a vu d'ailleurs sa nomination confirmée, il est le 6e membre du cabinet présidentiel à avoir été confirmé à ce jour. C'est assez rare parce qu'on n'a jamais vu aussi peu de membres du gouvernement, ou du moins de telles difficultés à aller voir obtenir leur poste. On dit que c'est lui qui inspire la politique de Donald Trump en matière d'immigration, c'est vrai ?
Écoutez, d'abord, je voulais aussi souligner que lorsque président Obama a été élu, il y avait tout son cabinet ou presque au grand complet. Et c'est vrai, il y a une vraie lenteur. Et ça encore, je reviens sur vos propos politiques et les machinations politiques qui existent dans cette ville. Il y a quand même on va dire des freins et des blocages par nos amis démocrates dans les chambres et dans le Sénat pour confirmer les postes de Donald Trump, qui a par ailleurs réuni un cabinet au grand complet même avant la fin de l'élection. Donc Jeff Sessions, qui était quelqu'un de très respecté par ses pairs, et non seulement républicains mais des démocrates, il a quelqu'un qui a l'expérience, il a l'oreille du président. Le président aussi choisit des personnes qui l'entourent, qui ressemblent aussi à ses idées, son point de vue, etc. Vous savez, maintenant, le gouvernement et la voix du pays changent, ou au moins de la direction du pays et comment elle sera dirigée, et les priorités du pays vont changer. Donc ça peut... je ne dirais pas choquer quelques-uns, mais voilà, Donald Trump, il prend clairement les rênes du pays, et il essaie de virer vers un succès économique, non plus de tout cet effet sur la bourse, etc., et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour l'ensemble, il me semble, vous me direz si je me trompe, mais l'effet boursier, économique, l'emploi, chômage, etc., c'est ça qu'il faut penser aussi, n'oublions pas. Stéphane Drey, juste sur la question, le cas de Jeff Sessions, le président Ronald Reagan, en 1986, avait proposé de le nommer à un poste de juge fédéral. Et à l'époque, lors de ses auditions devant la commission du Sénat, il avait été accusé notamment d'avoir qualifié plusieurs associations de défense des droits civiques de non-américaines, d'inspiration communiste. Est-ce que ça pose un problème pour un poste de ce type, secrétaire à la justice, d'avoir une personnalité, disons, aussi clivante? Oui, mais... encore une fois, il y a dans l'esprit de la Constitution des États-Unis véritablement les trois pouvoirs qui ne peuvent en aucun cas être concentrés dans les mains d'un seul homme. Et c'est pour cela que les États-Unis et leur Constitution, nous devons leur faire pleinement confiance. En tout état de cause, il faut savoir que chaque confirmation, et notamment celle du prochain magistrat à la Cour suprême, doit également être confirmée par le Sénat aux États-Unis. Et donc, il y a là aussi un habile jeu entre les différents pouvoirs qui garantissent les libertés fondamentales qui, jusqu'à aujourd'hui, et je le pense demain, ne seront jamais remises en cause dans un État aussi démocratique. Alors, que dire à présent de cette histoire autour de Nordstrom, la chaîne de magasins qui cesse de commercialiser la ligne de vêtements et d'accessoires d'Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, et que Donald Trump lui attaque aujourd'hui dans un tweet, vous allez le voir. Au-delà du fait qu'on s'interroge pour savoir comment il trouve le temps de s'intéresser à ce type de questions, ça pose quand même, Hélène Vassilina, vous ne trouvez pas la question des conflits d'intérêts, non ? Et oui, c'est bon. Ivanka Trump est une entrepreneur comme moi je le suis et avec grand succès. Encore une fois, il y a ces tweets privés, enfin @Donald Trump, Real Donald Trump et POTUS. Oui, bah là donc, il a tweeté sous POTUS aussi, hein. Ah. Les deux. Mais voilà. Alors sa fille, elle a aussi abandonné son poste dans son entreprise. Enfin, je pense que elle a fait tout pour se mettre à côté de son mari qui conseille Jared Kushner à côté de son père. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il veut défendre sa fille, il trouve ça injuste. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'interdire de tweet à un moment? Parce que c'est vrai que ça pose quand même la question à un président des États-Unis. C'était mon propos, Raphaël, tout au début. Oui. Hein, c'était mon propos tout au début. S'il n'y avait pas ces tweets... Bon, il peut défendre sa fille différemment, mais bon, peut-être pas sur la twittosphère. Au moins, comme ça, tout le monde est au courant. Ça, c'est vrai. Il y a une transparence totale. D'ailleurs, c'est un peu la question, Stéphane Drey. C'est vrai qu'on avait cette crainte avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un homme qui a autant d'intérêt à la fois dans l'économie américaine et puis aussi dans les partenaires, chez les partenaires commerciaux des États-Unis qui aujourd'hui se retrouvent à la tête du pouvoir politique. Le fait qu'il jette en pâture le nom d'une grande chaîne, d'une chaîne de grande distribution à ses partisans, nombreux aux États-Unis, puisqu'il a quand même un certain nombre de millions de voix qui se sont portées sur lui. Est-ce que ça peut être de nature à alimenter les accusations de conflit d'intérêts? Je pense que c'est une nouvelle manière de faire de la politique qui peut choquer en Europe.
mais qui peut être tout à fait présentable au vu des Américains qui ont élu démocratiquement, faut-il le rappeler, le président des États-Unis. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Le président des États-Unis a considéré qu'il devait laisser en marge derrière lui l'ensemble de ses intérêts financiers et aussi sur le plan de l'immobilier. Il est toujours actionnaire. Dont il est toujours actionnaire, mais juridiquement, il va les faire passer par un trust et il ne sera plus le bénéficiaire direct. Il a renoncé au salaire en tant que président des États-Unis, donc il faut lui laisser un minimum de temps pour juger son action et non pas d'avoir une critique systématique, même si la façon de faire peut choquer par rapport à l'ancien établissement politique. Merci beaucoup Stéphane Drahi d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Hélène Vassilina qui était avec nous en direct de Washington. Vous restez avec nous. On s'intéresse à l'actualité, cette fois vue du net. C'est un œil sur les médias. Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonjour Anthony. Bonjour Raphaël. On va revenir donc sur ce qu'on évoquait à l'instant, mais cette fois-ci vu du net, c'est ce nouveau business presque, la gestion de tweets critiques de Donald Trump. Oui, parce que les entreprises américaines l'ont bien compris. Elles peuvent être la cible d'un instant à l'autre des tweets de Donald Trump. Dernier exemple en date, vous en parliez à l'instant, négatif celui-ci, c'est le cas de Nordstrom qui a décidé donc de ne plus vendre en ligne les vêtements de la marque de la fille de Donald Trump, Ivanka, officiellement pour des questions de rendement. Il estime que sa fille a été traitée de manière injuste. À l'inverse, il avait salué la décision d'Intel d'investir plus de 7 milliards de dollars aux États-Unis. Et puis aussi, on se souvient du tweet contre General Motors, qu'il avait menacé de taxes frontalières si les voitures qu'il vendait n'étaient pas fabriquées aux États-Unis. Et on se souvient que le constructeur Ford avait du coup renoncé de son côté à la création d'une nouvelle usine au Mexique, ce qui avait été applaudi sur Twitter, bien évidemment, là encore par le président. Et ces tweets, ont inspiré un ingénieur de Google, Max Braun, qui a trouvé un moyen de gagner en bourse grâce au tweet de Donald Trump. Comment ? Il a mis en place un programme informatique autonome qui analyse les tweets de Donald Trump en fonction et qui, du coup, mise en bourse en fonction justement de ces tweets, un petit peu à la manière de la Rome antique avec les gladiateurs. Eh bien, si le tweet est positif, alors on peut voir notamment sur Trump to Cash sur Twitter, si le tweet est positif, par exemple, un ordre d'achat est passé pour jouer la hausse, c'était le cas de Intel. Si le tweet est négatif, il vend à découvert, c'est-à-dire qu'en gros, il gagne de l'argent sur un titre en baisse. Du coup, pour lui, bien sûr, il précise que ça n'a rien qu'il faut rester tout de même prudent, mais d'après ses calculs, et bien sur une mise de départ fictive, bien évidemment, de 100 000 $ le 6 décembre, on est arrivé à 107 000 $ le 30 janvier. Ça fait à peu près 58% par an. Pour un placement, c'est pas mal. Mais ce n'est pas une science exacte d'une part, et puis ça peut être biaisé puisque rappelez-vous qu'un soutien de tweets favorables à la marque LL Bean de Donald Trump avait entraîné le lendemain beaucoup d'utilisateurs à jeter leur sac à dos, et puis il y avait aussi ce soutien du PDG de New Balance qui avait entraîné un boycott. Et puis pour Nordstrom par exemple, des traders ont appelé justement à acheter des actions du magasin pour justement être en protestation contre Donald Trump pour éviter qu'il fasse un petit peu la pluie et le beau temps sur Wall Street, puisque si on regarde plus précisément, après Toyota, par exemple, c'était pour General Motors, pardon, pas Toyota. Voilà avant et après le tweet, le cours de General Motors, et voilà pour Ford. Alors, il est vrai que Wall Street scrute de très près les tweets de Donald Trump, si bien que c'est devenu un business. Pourquoi ? Parce que c'est presque devenu, au même titre que la catastrophe naturelle, c'est l'évaluation du risque Trump. Figurez-vous que des entreprises en conseil de communication se renseignent, et certaines entreprises envisagent de recourir justement à des contrats de prévention. C'est une véritable aubaine pour les assurances. Contre le risque Trump. Exactement, pour proposer des contrats d'assurance anti-Trump. Voilà, si vous êtes menacé par Donald Trump, en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un mot très rapidement d'une autre menace, beaucoup moins drôle, la menace terroriste qui conduit la ville de Paris à envisager une paroi transparente autour de la Tour Eiffel. Oui, alors très rapidement, c'est la Dame de Fer qui pourrait bien devenir la Dame de Verre avec une enceinte de haut de 2,50 mètres. Alors ça n'a pas fait l'unanimité. Par exemple, ce sénateur estime que ça pourrait être un véritable bunker.
Pour certains, c'est l'image de Paris qui pourrait être détruite. Du côté de la mairie de Paris, on se justifie. Bien sûr, il y a l'aspect esthétique, mais il y a surtout l'aspect sécuritaire, puisque l'idée, c'est de remplacer les barrières métalliques qui sont actuellement... Et qui, pour le coup, sont vraiment inesthétiques. Exactement, depuis l'Euro 2016 en juin dernier, par cette clôture de verre, une clôture de verre blindée, du verre pour cet internaute qui sera certainement plus efficace que le fer, mais pour elle, eh bien, c'est dommage qu'on en arrive là. Merci beaucoup Anthony, voilà, merci d'avoir assisté à ce débat et merci à Stéphane Drey qui est resté avec nous. Restez sur France 24, tout de suite un nouveau journal.